Bienvenue dans cette édition du 5 mai 2023, une émission dont le sujet principal sera constitué de la décision historique de l'Assemblée nationale française hier de révoquer la suspension des professionnels ayant refusé de se soumettre à une expérimentation médicale en recevant l'injection génique anti-Covid. Évidemment, cette décision était dans l'air du temps. Le ministre de la Santé, François Braun, avait annoncé la réintégration des soignants suspendus pour la mi-mai. Et puis surtout, la France était le dernier pays au monde à maintenir une mesure qui n'a plus aucune justification et qui, de toute manière, dès son origine, était contraire à l'éthique et à la science. Et donc, avec ironie, je vous présente la carte mondiale du consensus scientifique sur cette question. En blanc, les pays anti-science, et en rouge, la France. Eh bien, c'est dans une telle aberration que le pays a glissé, et avec effectivement une campagne d'un certain nombre de soutiens de la dictature sanitaire au cours des derniers jours, comme par exemple Mathias Wargon, qui est un médecin extraordinairement virulent sur les réseaux sociaux, et qui expliquait à quel point la réintégration des suspendus à tort serait dramatique. Et Idriss Aberkan se demandait si jamais on pouvait pas quand même finir par lui expliquer que l'inoculat en question n'a jamais empêché la transmission, mais des personnages comme ce monsieur, évidemment, sont totalement réfractaires à l'intelligence et à la science, c'est-à-dire à la connaissance. Philippe Juvin, professeur et député à l'Assemblée nationale, lui pensait que réintégrer les soignants en question, ce serait un peu comme si un directeur d'observatoire spatial acceptait dans son équipe quelqu'un qui pensait que la Terre est plate. Alors évidemment, de tels propos peuvent de bon droit nous choquer, ils peuvent aussi nous faire rire, mais ils doivent surtout nous aider à comprendre la réalité du fait social global dans lequel nous sommes avec cette crise, c'est-à-dire une situation dans laquelle des personnes qui sont douteux au possible. Faut-il rappeler que Philippe Juvin, par exemple, avait loué l'étude frauduleuse du Lancet sur les plateaux télé, en disant oui, elle n'est certes pas parfaite, mais quand même elle est extrêmement solide et elle montre la dangerosité de l'hydroxychloroquine. Alors que l'on sait que c'était une escroquerie pure et simple, que toute personne sachant lire la science pouvait s'en rendre compte en moins de 10 minutes, et une escroquerie accessoirement montée par une ex-star du porno. Donc quand Philippe Juvin vient prendre position publiquement en disant des choses aussi violemment absurdes que cela, eh bien évidemment que ça doit nous questionner de multiples manières, et vous voyez que Philippe Murer, économiste, a relevé que voilà, ce monsieur est complètement à côté de la plaque, il est lui-même dans l'anti-science si on reprend son raisonnement, et donc se demande s'il ne faudrait pas déchoir Philippe Juvin de son titre de médecin, et puis, au passage, observer cette inversion accusatoire systématique, c'est-à-dire que Philippe Juvin se réclame fallacieusement, frauduleusement de la science pour affirmer quelque chose qui est totalement contraire à la réalité des connaissances actuelles et donc de l'état de la science. Alors, ceci avait été préparé, la résistance, l'opposition à la révocation de cette mesure avait été préparée depuis quelques jours, notamment sur BFM TV. De nouveau, si vous voulez comprendre quel est l'état de la manipulation idéologique des pouvoirs en place, il faut écouter BFM TV. Alors évidemment, il faut se laver les mains et les oreilles et les yeux et le cerveau avant et après, pour être sûr qu'il n'y ait pas des résidus toxiques qui nous en restent, mais donc vous avez un journaliste de BFM qui est intervenu, avec évidemment ses immenses connaissances scientifiques dans de nombreux domaines, pour dire ces personnels de santé qui ont refusé de se faire injecter ont perdu confiance dans la science, dans la médecine, dans les soignants eux-mêmes, ils devraient changer de métier. Mais donc ce monsieur ose dire ça en défendant une position parfaitement antiscientifique et en la faisant passer pour scientifique, alors que de surcroît, ça n'est pas à ce qu'on sache son métier. Donc Alexis Poulain, qui lui est un vrai journaliste, se demande si ces personnels d'information qui ont perdu toute dignité et toute confiance eux-mêmes dans la profession de journaliste et la charte de Munich ne feraient pas mieux, eux, de changer de métier. Voyez ? Et donc,
voilà, si ce monsieur croit en la science, qui n'est pas une croyance, faut-il le rappeler, eh bien, peut-être peut-il tenir compte du fait qu'aujourd'hui, la science a établi que les injections n'empêchaient pas la transmission, et donc qu'il était inutile de contraindre qui que ce soit à la vaccination, ce qui, de surcroît, est une atteinte aux droits fondamentaux. Reconnaître ses erreurs, c'est fondamental en science, mais de nouveau, ces gens-là sont dans un simulacre de science à des fins de totalitarisme idéologique. Marconius, qui lui a un doctorat, relève « Nous n'avons aucune leçon de science ou de simple bon sens à recevoir de personnes qui essayent d'arrêter les virus avec des mouchoirs sur le nez, qui croient encore au pangolin, ou même que le Covid est l'équivalent de la peste noire. » Donc de nouveau, c'est passionnant parce que cela nous met devant les yeux la réalité de l'imposture actuelle de cette caste au pouvoir. Faut-il rappeler, par exemple, que Jay Bhattacharya, qui est l'un des plus grands épidémiologistes au monde, lui, dès octobre 2020, et même avant, à vrai dire, en se basant sur le fait que les personnes vaccinées pouvaient être infectées, avait tweeté que le vaccin n'empêchait pas la transmission de la maladie, et à l'époque, un journaliste du Financial Times l'avait accusé de faire de la désinformation. Un journaliste du Financial Times qui n'a pas le millième des connaissances de Jay Bhattacharya dans son domaine, et donc Jay, qui est quelqu'un d'extraordinairement fin et subtil et délicieux comme être humain, a demandé à ce journaliste « Mais est-ce que tu voudrais bien réviser ta pensée et le jugement sur ce que tu as énoncé à mon sujet ?» Alors voilà, tout ceci de nouveau est noyé dans une montagne de manipulations diverses et variées. Dans une audition devant le Congrès américain, vous retrouvez Jay Bhattacharya avec Mantil Kuldorf et d'autres experts, notamment du Johns Hopkins Institute, et une députée américaine qui elle-même est médecin généraliste a posé la question de manière un peu mordante en disant « Mais moi j'avais appris à l'école de médecine que l'immunité naturelle qu'on acquiert suite à avoir été infecté par un virus était la plus robuste au monde, il semble que depuis 2 ans, on n'en tienne absolument plus compte. » Et Martin Kulldorff, lui aussi un des meilleurs épidémiologistes au monde, anciennement à la faculté de médecine de Harvard, a répondu « Oui, en fait, on savait depuis 430 avant Jésus-Christ et la peste athénienne que l'immunité naturelle était la plus solide, on l'a su jusqu'en 2020, et puis on l'a oublié pendant 3 ans, et maintenant, il semble que nous le sachions à nouveau. » Et évidemment que cette contestation portée par une propagande de l'OMS et des médias pour nier la réalité de l'immunité naturelle faisait partie du plan crapuleux pour réussir à fourguer des injections en prétendant qu'elles étaient absolument incontestables. Et dans cette même audition devant le Congrès, Martin Kulldorff avait énoncé la seule position de bon sens en disant « Il y a une amnistie pour laquelle je suis très favorable, c'est que toutes les personnes qui ont été licenciées parce qu'elles avaient refusé de prendre cette injection soient réembauchées immédiatement avec des arriérés de salaire. Ils ont été maltraités pour des raisons non scientifiques. » Voilà. Et il faut se rendre compte que le fait de suspendre des professionnels sans aucun salaire, sans aucun traitement, sans aucune compensation, sans leur proposer quoi que ce soit d'autre, et en leur interdisant de trouver un autre métier sans droit au chômage, est une mesure que seule une dictature totalitaire peut envisager. C'est une mort économique, c'est une mort sociale, c'est de la persécution au sens le plus brutal du terme, et que des députés, des journalistes, des médecins aient pu s'engager dans cette direction ne fait que nous rappeler que la banalité du mal dont parlait Arendt, se penchant sur la dérive nazie, montre que ce sont des gens qui, en temps normal, ne se comportent pas de cette manière, mais qui, pilotés par des sociopathes dans des temps de dérive totalitaire, en arrivent à trouver normal que l'on inflige des horreurs, des maltraitances, de la persécution, de la torture à des honnêtes gens. Et donc Kulldorff avait enchaîné en disant « Mais il est étonnant que les professeurs d'université ne soient pas gênés de s'être autant trompés, que les rédacteurs des principales revues médicales ne soient pas gênés, que les responsables des agences de santé ne soient pas gênés, que les journalistes, que les députés. Eh ben non, ils ne sont pas gênés. Ils le devraient.
Alors je rappelle au passage la posture de John Ioannidis, qui est l'épidémiologiste le plus cité dans la littérature scientifique, qui lui disait que nous étions en train de nourrir un désastre au cœur de la science. Si la science résulte de la prise de parole de quelques experts autorisés au mépris des connaissances disponibles, ça n'est plus de la science, c'est du totalitarisme, dit John Ioannidis, et ça n'a plus rien à voir avec la méthode scientifique. Donc les Juvin, les Véran, tous ces gens qui s'expriment pour oser affirmer que réintégrer les suspendus c'est anti-scientifique sont des gens qui, dans les faits, sont dans cette démarche totalitaire. Alors à l'Assemblée nationale, je salue la prise de parole de Nicolas Dupont-Aignan, qui a été remarquable, qui a fait une synthèse en quelques minutes de tout ce qu'il y a à savoir. Les soignants courageux ostracisés, alors même qu'ils faisaient simplement usage de leur droit de ne pas se soumettre à une expérimentation médicale, voilà, ce débat, a-t-il dit, avait à être l'occasion de rétablir la vérité, et il est intervenu très courageusement en ce sens, je l'en félicite. Donc voilà, l'Assemblée a voté l'abrogation de l'obligation vaccinale, plutôt que la simple suspension, par une majorité de 157 voix contre 137. Alors, loin de moi l'idée de gâcher la fête et cette bonne nouvelle, il est toutefois deux éléments de prudence qu'il faut garder à l'esprit. Le premier, c'est qu'il y a quand même 137 députés qui ont voté pour la poursuite de cette persécution abominable. Et la seconde, c'est que cet objet va être soumis au vote du Sénat avant de revenir devant l'Assemblée, et on a malheureusement vu à plusieurs reprises au cours des 3 années écoulées que des décisions de bon sens qui avaient été prises par les parlementaires ont été déconstruites dans la foulée, parfois, souvent même, avec des votes à 5 heures du matin devant un hémicycle quasi vide, et donc restons prudents. Voilà, donc Amin Umlil, qui est un immense éthicien et juriste du droit, en plus d'être docteur en pharmacie, qui lui a été révoqué par sa hiérarchie pour avoir dit des choses vraies devant une commission d'enquête parlementaire, ce qui signe à nouveau la réalité de la persécution des honnêtes gens actuellement dans le nouveau totalitarisme français, mais lui soulignait que cette loi, entre guillemets, n'avait pas été soumise au contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité, c'est-à-dire de conformité aux conventions internationales, et notamment la convention d'Oviedo, pour ceux qui ont envie de fouiller, sur les droits de l'homme et la biomédecine, et la déclaration d'Helsinki, qui stipule qu'une expérimentation médicale en population générale est totalement prohibée et constitue même un crime contre l'humanité, et que par ailleurs, le consentement éclairé d'une personne à un traitement qu'il subit, fût-il vaccinal, est absolument nécessaire. Alors comment a réagi le ministre? Et là encore, ça vaut son pesant de cacahuètes. Il a réagi en disant « Le complotisme l'a emporté sur la science lors des débats à l'Assemblée. La vaccination est une arme de protection massive, mais les oppositions ont décidé d'envoyer un message regrettable aux soignants. Merci à la majorité présidentielle d'être restée fidèle à ses valeurs. » Alors, dans l'analyse historique des propos dignes de Goebbels de ce que nous avons traversé, M. Brown se positionne dans le peloton de tête pour avoir le pompon d'or de l'expression la plus absurde, mais aussi la plus choquante. Il n'a pas été le seul. Donc vous voyez, Sophia Aram, dont je doute des connaissances en la matière, elle est humoriste semble-t-il. Victoire, l'alliance de l'extrême gauche et de l'extrême droite contre la raison et la science. Ah oui, elle est drôle. Alors si elle est humoriste, elle est excellente dans son registre, a enfin permis à l'obscurantisme de disposer d'une majorité à l'Assemblée. Évidemment qu'Olivier Véran, grand menteur devant l'éternel, menteur pathologique, sociopathe chronique, a réagi avec l'insulte et le mépris, pendant que... Alors effectivement, les contextes totalitaires permettent à plein de sales types de se comporter comme des sales types, alors qu'en temps normal, ils n'en ont pas la licence, parce que leur comportement choquerait. Et donc, vous avez un médecin socialiste vert, député, qui dit, après le vote irresponsable de l'Assemblée nationale, de nouveau, le monde entier a levé cette mesure parce qu'on sait qu'elle n'est pas scientifique et qu'elle n'est pas responsable. Mais M. Bernard Jomier, lui, dit, après le vote irresponsable de l'Assemblée nationale fragilisant la vaccination, comptez sur moi pour... voilà.
contrer la manœuvre au niveau du Sénat. Sénateur, pardon, pas député. Alors Patrick Guérin, qui lui est un vrai scientifique, confirme qu'il a été établi dès le 6 août 2021 par la santé publique anglaise que la charge virale était identique chez les vaccinés et les non-vaccinés. Donc voilà, de nouveau, ce médecin est dans une ignorance, une soumission intellectuelle, mais aussi une brutalité totalitaire qui est stupéfiante. Si vraiment la protection des patients était l'objectif du gouvernement et des organismes de santé, à ce moment-là, les personnes qui avaient été infectées par le virus et ont développé une immunité naturelle auraient dû être réintégrées. Alors qu'on sait qu'on a envoyé travailler certains jours des vaccinés qui avaient un test PCR positif, alors heureusement qui était faux dans la plupart des cas, mais qui donc théoriquement, d'après la logique du système, étaient à risque d'infecter les patients. Donc on a laissé sur le carreau des gens qui ne pouvaient pas être infectieux, et on a envoyé au turbin des soi-disant des vaccinés, enfin des gens qui avaient reçu l'injection génique, et qui étaient susceptibles de contaminer les patients. Voilà vraiment la réalité de l'égarement du simulacre. Et je pense qu'Idriss Aberkan, lui, gagne la palme du commentaire synthétique le plus pertinent et le plus droit au but, où il dit simplement au sujet du commentaire du ministre de la Santé, ça devient de plus en plus absurde d'appeler la science du complotisme. D'autres commentateurs soulignent que François Braun est à la santé ce que Bruno Le Maire est à l'économie ou à la littérature. Et donc, mais vraiment, est-ce qu'on peut mesurer l'égarement toxique dans lequel est ce gouvernement? Il trouve que tous les autres pays du monde sont complotistes, que la haute autorité de santé, qui a fini par reconnaître, après des mois et des mois de tergiversation, est complotiste, et que les soignants qui ne sont pas à 4 doses, parce qu'actuellement, donc, les soignants qui n'ont pas été suspendus devraient être à 4 ou 5 doses. Et on sait tous qu'à peu près aucun ne l'est. Alors voilà, creusons cette matière. René Chiche, professeur de philosophie, suspendu par l'Éducation nationale pour avoir partagé librement ses convictions sur des réseaux sociaux comme Twitter, ce qui, je reviendrai sur ce scandale prochainement, mais lui, donc philosophe, souligne quand un gouvernement qualifie tous ses opposants de complotistes, on n'a plus affaire simplement à une crise démocratique sur fond de crise sociale, mais à une crise majeure du régime républicain qui laisse place en l'espèce à un mélange de totalitarisme et de bouffonnerie. Voilà. Palme de la synthèse également. Et puis Alain Houpert souligne, un sénateur républicain, et très courageux depuis le début dans la dérive totalitaire, dit « Après avoir annoncé il y a 15 jours la réintégration des soignants suspendus, le ministre dénonce le vote de l'Assemblée nationale qui entérine sa décision. C'est incompréhensible. Doit-on en conclure qu'il ne s'agissait que d'une opération de com visant à apaiser la colère sans sincérité ?» La question se pose. De mon point de vue en tant que socio-anthropologue, spécialisé en santé mentale, j'y vois autre chose. C'est-à-dire que Hannah Arendt avait dit « Lorsqu'on vous ment en permanence, le résultat est que vous ne croyez plus à rien et que vous démissionnez même de la tentative de chercher à savoir. Quand tout est emberlificoté en permanence et qu'on entend tout et n'importe quoi, il y a un moment donné où le cerveau se met en stand-by. Et on a vu en permanence ces injonctions contradictoires, ces manipulations, dire tout et son contraire, en même temps de Macron, qui est, de mon point de vue, un grand pervers et un grand sociopathe, et qui n'a cessé de faire usage de ce subterfuge. Et donc je pense qu'en annonçant « nous allons réintégrer les soignants suspendus » et en disant, quand l'Assemblée prend cette décision, c'est du complotisme, voyez, vous participez au fait de tellement embrouiller les gens qu'ils ne pensent plus. Et on sait que c'est une des stratégies du gouvernement en place. Alors Myriam Palomba, journaliste admirable, elle dit, mais encore une fois, l'accusation de complotiste qui est utilisée dès qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, même pour une loi votée par la représentation nationale. Et elle dit, j'espère que mes anciens amis journalistes comprendront enfin que ce mot est utilisé pour discréditer toute opposition et empêcher tout débat.
c'est peu probable parce qu'ils sont précisément pris, embarqués, forclos dans l'idéologie totalitaire. Alexis Poulain, autre vrai journaliste, pose la question, mais le complotisme, c'est quoi? Le deal par SMS tenu secret entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla? Ou bien simplement le nouveau nom donné à l'esprit critique par un nouveau mouvement sectaire? Je salue aussi Yvan Rioufol, qui est un des rares journalistes courageux venant de l'univers des mainstream, et qui lui aussi porte la bonne analyse. Celui qui contrarie le gouvernement et son récit officiel fut-il délirant? Récit contredit par les faits, donc. C'est ça le délire, c'est n'être plus capable de tenir compte de la réalité. Et complotiste, selon M. Brown, degré zéro de l'argumentation paranoïaque. Et il ajoute dans un autre commentaire, la réintégration, enfin ça c'était au préalable, la réintégration annoncée des soignants non vaccinés est critiquée par ceux qui ont abusé de la confiance des gens en leur promettant l'efficacité des injections géniques. Au lieu de s'excuser de leur faute, les punisseurs persistent dans leur fanatisme hygiénique. On ne saurait mieux dire. Je vous montre les réactions de bon sens, et il en existe d'innombrables, mais des personnalités qui me paraissent les plus intéressantes dans le paysage politique français, et notamment Barbara Stiegler, qui est une éminente philosophe qui a extrêmement bien analysé la logique politique de la dérive dite sanitaire, et qui, elle, commente aussi pitoyable. Plus il parle de complotisme et de fake news, plus il mente et invente des complots partout. Laissez la vraie science en dehors de vos magouilles et apprenez à respecter les soignants et l'Assemblée nationale. Et Alexis Haupt, un autre philosophe, et voyez à quel point on a besoin des philosophes, des penseurs et accessoirement des anthropologues, en tout cas de ceux qui acceptent de faire honnêtement leur métier. Mais donc Alexis Haupt, un autre philosophe, a proposé de longue date cette définition complosophisme. Le sophisme, c'est une erreur de pensée. Le syllogisme, c'est un raisonnement qui tient la route sur le plan logique. Et le sophisme, c'est une contradiction. Ça apparaît logique, mais c'est illogique. Et le complosophisme, selon Alexis Haupt, c'est le fait de coller l'étiquette de complotiste sur quiconque remet en question le discours officiel pour ne pas avoir à débattre de ses arguments. C'est la censure du XXIe siècle. Et je vous ai déjà entretenu de la manière dont des officines de propagande comme Conspiracy Watch ou Facts and Furious à l'époque, qui a fermé dès qu'on a dévoilé la réalité des magouilles qui s'y passaient, sont mandatées par les pouvoirs en place pour entretenir cette censure. Alors Barbara Stiegler s'est trouvée face à l'ancien président du soi-disant conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, dans un débat public, et Delfraissy l'a traité avec une morgue, une arrogance et une misogynie absolument intolérables, et Barbara Stiegler a remis les références de ce débat que tout le monde peut consulter pour comprendre comment ces stratégies d'intimidation et d'agression fonctionnent. C'est-à-dire que tant que ces gens-là sont dans leur argument d'autorité, et c'est nous qu'on est l'autorité et qu'on sait, et non pas de contradicteurs, sinon des journalistes qui leur cirent les pompes, eh bien ils déroulent leur fadaise sans être contredits, mais quand ils se trouvent face à un vrai contradicteur, là ça devient compliqué et ils entrent dans des stratégies de violence et d'intimidation. Alors rendons hommage à tous ceux et celles qui ont lutté, y compris au sein de la représentation nationale, et notamment les très courageux sénateurs. On a parlé d'Alain Houpert, il faut mentionner Laurence Muller-Brown, et bien sûr Sylviane Noël, sénatrice de la Haute-Savoie, qui se bat depuis le début contre cette mesure complètement absurde et intolérable sur le plan de l'éthique et de la citoyenneté, et qui relève que c'est un camouflet pour le gouvernement et une victoire, et qu'elle soutiendra évidemment de manière indéfectible la confirmation de cette décision au Sénat. Alors de nouveau, il faut comprendre et partager la compréhension, aider les gens qui n'ont pas encore compris à ouvrir les yeux sur ce qui se passe, et Jérémy Mercier, lui, souligne, si un pays a pu suspendre avec l'acceptation quasi générale de la population des personnes juste parce qu'elles ont refusé de recevoir une injection bidon censée protéger d'une pandémie imaginaire, je rappelle que pour les personnes âgées de moins de 70 ans, la dangerosité réelle du Covid-19 était inférieure à celle de la grippe annuelle.
Donc si on a pu suspendre des gens qui ont refusé de se soumettre à une expérimentation médicale censée les protéger de quelque chose de moins grave que la grippe, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Vous êtes dans un régime totalitaire. Et Myriam Palomba lance un cri du cœur que je me permets de citer ici à toutes ces enflures qui regrettent l'abrogation de l'obligation vaccinale qu'elles aillent s'acheter un cerveau et un cœur. Ils sont persuadés d'être la science, ce sont des abrutis qui n'ont toujours pas compris que cette injection n'empêchait pas la contamination. Je n'en peux plus de votre ignorance et de votre égoïsme, et traitez-moi de complotisme, je m'en fous. De complotiste, c'est toujours moins pire que d'être con. Se dit de manière assez directe, mais le fond tient la route. Alors, mentionnant au passage que le ministre de la Santé, François Braun, a été visé par un signalement au parquet national financier pour favoritisme, ce sera ni le premier ni le dernier au sein de ce gouvernement. On cherche les personnes qui n'ont pas été condamnées ou mises en examen. Et évidemment qu'il y a une réelle crapulerie d'État à l'heure actuelle. Je vous rappelle que selon tous les indicateurs dont nous pouvons tenir compte, nous sommes face à un crime d'État contre la démocratie, et donc les gouvernements sont devenus délinquants sinon criminels. Et le toujours facétieux Campagnol de poser la question à François Braun pour la prison, avez-vous prévenu un pyjama ? Pour qu'on y arrive, ce qui évidemment est plus que souhaitable, encore faudrait-il que la justice soit indépendante, intègre et fasse son travail. Et c'est là pour l'instant où le bât blesse en Occident. Je pense que la réponse viendra des États-Unis. Alors, je cite, pour conclure ce volet, une interrogation de l'avocat américain Michael Sanger, qui lui s'est intéressé à la manière dont la réponse sanitaire mondiale a été en fait dictée par la Chine, par le Parti communiste chinois. Anthony Fauci l'a avoué. On sait les connexions entre le Parti communiste chinois et l'OMS. On a vu la manière dont les bonnes réponses sanitaires qui n'ont pas été appliquées ont été mises en échec, et toujours en copiant ce qui se faisait en Chine. Et Michael Sanger pose la question. Lequel de ces deux types de personnes est le pire ? Ceux qui savent en privé que toute la réponse au Covid était une gigantesque fraude et qui s'en moquent ? Ou ceux qui continuent à prétendre que les confinements et les contraintes diverses, dont celle-ci, ont sauvé des millions de vies ? Alors, c'était par ailleurs la journée internationale de la liberté de la presse, et j'aimerais encore commenter un peu cet événement. En citant pour commencer Stella Assange, la femme de Julian Assange, qui a énoncé « La seule chose qui soit pire que d'emprisonner et de tuer des journalistes, c'est d'emprisonner et de tuer les journalistes tout en prêchant pour la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. » Et là, nous sommes dans un degré de prostitution généralisée de la profession journalistique et des gouvernements. Alors par exemple, dans une conférence de presse à la Maison-Blanche, quelqu'un a posé la question à la porte-parole du gouvernement Biden, mais et Julian Assange dans ce jour sur la liberté de la presse? Elle a répondu très simplement, je ne parlerai pas de Julian Assange. Ok, je ne réponds pas à cette question embarrassante, parlez-moi d'autre chose. Pour enchaîner dans la foulée, je rappellerai à quel point le président Biden est attaché à la liberté de la presse et considère que c'est essentiel pour nos démocraties que la presse fasse réellement son travail. Ces gens-là sont abominables, et donc différents représentants du gouvernement américain ou des médias se sont livrés publiquement à cette opération d'hypocrisie absolument choquante, en escamotant que l'Occident aujourd'hui voit être torturé, selon les mots mêmes du rapporteur de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui a énoncé publiquement le fait que ce que subit Julian Assange aux mains des gouvernements américains et britanniques est de la torture. Donc ce type est torturé au vu et au su de tous pour bien montrer aux journalistes ce qu'il arrive lorsqu'il se pique de traiter de la réalité des choses. Alors vous savez, au Moyen-Âge, on avait le pilori sur la place publique. Par ailleurs, la crucifixion, qu'on a tous comme référence culturelle,
était beaucoup employé par les Romains, et vous savez que les crucifiés étaient exposés aux portes de la ville. Donc ils étaient sanguinolents, agonisants, ils mettaient souvent 3 jours à mourir dans une asphyxie abominable, et les passants qui entraient et sortaient de ville avaient ça sous les yeux. Pourquoi croyez-vous que c'était fait ainsi? À des fins pédagogiques. Et c'est exactement ce que font nos gouvernements avec Julian Assange. Et puis après, vous avez la presse, comme le Guardian, qui est l'équivalent du Monde en Angleterre, qui a publié 4 articles à l'occasion de la journée de la liberté de la presse, sans même une seule référence à Julian Assange. Et donc vraiment, l'autocélébration par la presse prostituée de sa pseudo-liberté est d'une obscénité sans nom. Les compromis et les soumis festoient, pendant que celui qui a fait le travail est torturé. C'est ça la réalité. Alors après, vous avez Reporters sans frontières qui fait un classement mondial du journalisme, la France est en 24e position. Mais Reporters sans frontières est financé pour dire que le journalisme est libre en France, ce qui n'est pas vrai. En Suisse, extraordinaire. La Suisse se classe 12e sur 180 pays, c'est drôlement bien. Hein? Et la raison de la progression en Suisse s'explique par la fin de la pandémie de Covid. Alors pas parce que les journalistes n'ont pas été libres de dire ce qu'il y avait, mais écoutez bien, cela a permis d'atténuer un climat d'intimidation physique sans précédent de la part des opposants aux mesures pandémiques. Voilà ce qu'ose dire Reporters sans frontières. Alors de nouveau, c'est du niveau de la propagande nazie. Il n'y a jamais eu la moindre violence physique de qui que ce soit envers quiconque en Suisse romande. On a imposé à la population des choses qui étaient inacceptables, injustifiées et qui ont violé lourdement les droits constitutionnels et fondamentaux, qui relèvent du droit pénal, comme la contrainte, le fait de faire paniquer la population, et Reporters sans frontières vient expliquer que le problème, c'est la violence des opposants aux mesures pandémiques. Alors un observateur helvétique se demande de quelle intimidation les journalistes en question auraient été victimes, et lui dit « Ça fait 3 ans que je me fais insulter par les bas de plafond fanatisés de la radio-télévision suisse dès que je partage une donnée scientifique, j'ai perdu la moitié de mon travail pendant la crise, et s'ils avaient respecté la charte de Munich plutôt que de filmer des acteurs jouant des patients en réanimation, ce qui a eu lieu en Suisse comme dans beaucoup de pays, on n'en serait pas là, et donc faire passer les critiques légitimes pour des agressions, voilà, ça c'est vraiment la dérive et l'inconduite majeure de la presse aujourd'hui. Alors, je rappelle au passage que selon cette presse, mais qui n'en est plus, on se comprend bien, la charte de Munich qui donc établit les principes déontologiques, on doit avoir une position neutre, on doit écouter toutes les parties, on ne doit pas prendre position, on ne doit pas chercher à manipuler les faits, et bien d'après l'Express, qui appartient évidemment à un groupe dont tous les observateurs savent qu'elle est pilotée par des intérêts étrangers, pour lui, donc, la charte de Munich est un totem des complotistes contre les médias. Vous voyez, la déontologie, c'est ce que vos agresseurs utilisent contre vous, dès lors que vous ne la respectez pas. Vous voyez, inversion accusatoire, injonction paradoxale, on noie le poisson, mais surtout, on lobotomise la population avec des prises de position comme celle-là. Alors au passage, sachez que une aide exceptionnelle à la presse pour compenser des coûts liés à la guerre en Ukraine vient d'être décidée par le gouvernement français, qui évidemment les récompense pour leur servilité. Et puis la bonne nouvelle, c'est que de toute manière, ces médias-là sont en train de perdre toute crédibilité, évidemment, devant nos yeux. Il faut savoir que les taux d'audience de CNN sont ridicules. On est à 300 000 spectateurs. Pour information, l'émission que je viens de consacrer au scandale de Jeffrey Epstein aux États-Unis a fait 300 000 vues. C'est-à-dire que moi, modeste socio-anthropologue de fond de province, même si je suis très connu dans le domaine qui a été le mien professionnellement pendant des années, mais vous voyez, sur la place publique, évidemment que je ne suis pas spécialement connu en dehors du travail journalistique, à vrai dire, que je suis en train de produire, eh bien, avec une émission, je fais autant de vues que CNN. L'entier de la presse en France, quotidienne, est publié à 300 000 exemplaires. Si vous additionnez les tirages du Figaro, du Monde, de Libération, c'est le chiffre que j'ai entendu, j'ai des articles qui ont été lus à 10 millions de reprises. Ça leur fait pas plaisir, hein. C'est-à-dire que j'ai des articles qui ont été lus 40 fois plus
que le tirage de toute la presse quotidienne pendant une journée. Voilà. Alors je terminerai avec une nouvelle que je reprendrai en début de semaine, mais qui est majeure. Évidemment, le public européen n'est pas informé du fait du barrage des médias, mais le clan Biden est soupçonné, avec beaucoup d'éléments convergents qui ont l'air solides, de participation à des opérations criminelles au niveau international, en Ukraine, mais pas que, en Amérique du Sud et dans différents pays, impliquant notamment l'exploitation de populations, le trafic d'êtres humains, les expérimentations en laboratoire interdites, le blanchiment d'argent, possiblement le trafic de drogue. Alors on sait qu'Hunter Biden est un grand consommateur de drogue, mais il semble que ça puisse aller plus loin. Le FBI a tout fait pour couvrir ses agissements, même quand Donald Trump était au pouvoir, ce qui questionne sur l'usage de la démocratie. Mais donc, on a appris qu'un lanceur d'alerte légalement protégé et hautement crédible, de l'intérieur de l'État profond et de ses agences, a indiqué que le FBI et le département de la justice ont en leur possession un document non classifié décrivant un projet criminel présumé impliquant Joe Biden à l'époque où il était vice-président de Barack Obama. Parmi les autres soupçons qui se portent sur Joe Biden, le fait que lui-même et son clan proche aient bénéficié de beaucoup de largesses de la Chine et du Parti communiste chinois, et une hypothèse est qu'il y ait une infiltration aujourd'hui de l'État américain à travers le clan Biden par la Chine communiste. C'est une hypothèse, les journalistes qu'ils restent là-bas travaillent dessus, mais toujours est-il que ce lanceur d'alerte a été signalé. Une enquête est diligentée actuellement pour produire publiquement ce document et des procureurs considèrent la possibilité d'incarcérer Hunter Biden. Et si cette histoire est vraie, on va attendre la confirmation, ce serait le plus grand scandale présidentiel dans toute l'histoire des États-Unis. Ted Cruz, qui est représentant du Texas aux États-Unis, a demandé l'impeachment, c'est-à-dire la destitution de Joe Biden du fait de la convergence d'éléments de corruption et de soudoiement criminel dans sa charge publique. Alors Sylvain Trotta, bien sûr, punching ball de la presse mainstream en France, lui dit c'est fou, quand on évoquait Hunter Biden et ses affaires louches, qu'il faisait, y compris en Ukraine grâce à son père, qui était alors vice-président d'Obama, les médias nous traitaient de complotistes. Quoi d'autre? Maintenant, sans aucune honte, ils écrivent que Hunter Biden risque d'être incarcéré pour cela. Ils posent la question, mais c'est quoi exactement le métier de journaliste? Ce qu'on sait, c'est qu'il n'est à peu près plus pratiqué en France, en Suisse, en Belgique, ni au Québec. Alors pour terminer, une autre marque de Michael Sanger, cet avocat dont je vous ai déjà parlé, les journalistes ont cessé d'informer, les médecins ont cessé de soigner, les juges ont cessé de faire respecter la loi, le FBI et les autres agences ont cessé d'enquêter, les économistes ont cessé de calculer, les gens intelligents, en tout cas beaucoup d'entre eux, ont cessé de penser. C'est vraiment le virus le plus bizarre de tous les temps. Et puis terminons cette émission avec une pensée pour Marc Doyer, qui a perdu son épouse Morissette il y a une année exactement. Morissette est décédée de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sans aucun doute, ou en tout cas très probablement déclenchée par l'injection génique expérimentale inoffensive selon les pouvoirs en place. Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, avait mis en garde contre ce risque, qui a été évidemment nié par tout le monde. Eh bien, il a été déposé une gerbe de fleurs devant l'Élysée à la mémoire de son épouse décédée. Il en a été empêché par la police. Bon week-end à vous, on se retrouve lundi.